comprendre correctement la notion de niveau de conscience. Nous n'allons tenir aucun compte, ici, des erreurs culturelles innombrables sur la question du niveau de conscience. Nous allons directement traiter de la conscience selon sa réalité énergétique et fonctionnelle, au-delà du fait du cerveau physique. D'un point de vue énergétique général, la conscience est le fait du champ psychique. C'est-à-dire du champ énergétique généré par le soleil psychique, qui est lui-même le centre de force constituant le noyau de l'entité énergétique immortelle qu'est l'être humain. Au-delà du fait du corps physique, bien entendu. En tant que champ énergétique, le champ psychique est sans doute l'une des choses les plus complexes qui existent. Possédant certainement le type de complexité le plus raffiné, et le niveau de complexité le plus élevé. Que disons-nous ? Que nous définissons ici la conscience comme le fait substantiel du champ psychique. Et non simplement comme l'une des propriétés du champ psychique. Si nous définissons la conscience comme l'une des propriétés du champ psychique, le caractère immanent de cette propriété au sein du champ psychique, autorise à confondre fonctionnellement, à toute fin pratique, le champ psychique et la conscience. De sorte qu'il demeure possible et judicieux de nommer directement conscience, le fait du champ psychique. Nous devons mentionner ce qui suit, en passant. Selon le niveau neurogénétique du cerveau, c'est-à-dire le niveau de la force neuro-énergétique déterminée génétiquement, par les aspects du code génétique s'occupant de la construction et du paramétrage du cerveau. Selon le niveau neurogénétique du cerveau, le cerveau possède un champ neuro-énergétique, proportionné selon le niveau neurogénétique, qui fusionne, fonctionnellement parlant, et non substantiellement parlant, avec le champ psychique. De sorte à produire ce qu'on peut appeler un champ neuropsychique. Techniquement, en situation d'incarnation, physique ou éthérique, nous ne devrions pas parler de champ psychique, nous devrions parler de champ neuropsychique. Car, en situation d'incarnation, le champ psychique est solidaire, d'un point de vue fonctionnel, du champ neuro-énergétique. L'une des conséquences de la solidarité fonctionnelle entre le champ neuro-énergétique et le champ psychique, c'est que le niveau de conscience peut être déterminé par deux grands paramètres. Le niveau de développement spécifique du champ psychique, et le niveau neurogénétique du cerveau. D'un point de vue fonctionnel, il n'est pas utile de distinguer ces deux paramètres. Mais d'un point de vue fondamental, cette distinction est nécessaire. Parce que le développement intrinsèque du champ psychique n'emprunte rien aux différents cerveaux d'incarnation, physique ou éthérique, même si certains de ces cerveaux ont disposé d'un niveau neurogénétique particulièrement élevé. Tout ceci étant précisé, nous allons parler simplement de conscience et de niveau de conscience, sans chercher à déterminer s'il s'agit du niveau intrinsèque du champ psychique, ou du niveau contingent du cerveau d'incarnation, et donc de la race physique ou éthérique d'incarnation. Comment définir énergétiquement la notion de niveau de conscience ? Techniquement, la conscience est davantage un champ de force qu'un champ énergétique. Au sens où les fibres caractéristiques de la conscience sont des fibres de force et non des fibres énergétiques. Nous pouvons parler des fibres de conscience. Et tout ce que peut faire la conscience est fait par l'usage de ces fibres de conscience. D'un point de vue fonctionnel, qu'est-ce que la conscience ? C'est un champ de force dont les fibres de force sont capables de réaliser une richesse potentiellement infinie d'opérations énergétiques. Et parmi ces opérations énergétiques, certaines sont tellement fines et subtiles qu'elles apparaissent comme des activités qualitatives. C'est quoi une opération énergétique ? Penser est une opération énergétique. Tout comme visualiser, mémoriser, se souvenir, réfléchir. Faire un effort de contrôle des émotions, faire un effort de contrôle des pensées, faire un effort de volonté pour aller au-delà de ses limites physiques. Essayer d'affecter un objet extérieur par la force de l'intention, essayer de lire dans les pensées d'une personne ou d'un animal. Etc. De quelque manière, ce sont les fibres de force de la conscience, qui réalisent toutes les opérations au sein de la conscience et par la conscience. On peut déterminer que les fibres de conscience ont deux grands aspects, un aspect intelligence, et un aspect volonté. L'aspect intelligence possède deux grands aspects à son tour, l'intelligence intuitive, et l'intelligence rationnelle. Et l'aspect volonté possède aussi deux grands aspects à son tour, la volonté de travail, ou capacité de travail, et la volonté énergétique, ou capacité de réaliser des opérations énergétiques plus ou moins sophistiquées. D'un point de vue énergétique, il n'est pas possible de séparer ces aspects et de les isoler les uns des autres. C'est seulement d'un point de vue fonctionnel qu'il est possible de les distinguer les uns des autres. Si nous essayons d'exprimer les choses de manière plus synthétique et plus pratique, nous dirons qu'il existe quelque chose qu'on peut nommer la force de la conscience, ou force de conscience, et qui est la force générale des fibres de la conscience. Le niveau de cette force de conscience est très exactement ce qui détermine la notion de niveau de conscience. La force de conscience s'exprime donc dans quatre grands aspects fondamentaux, l'intelligence intuitive, l'intelligence rationnelle, la volonté de travail et la volonté énergétique. Et il ne s'agit pas d'autres forces, il s'agit de différents aspects d'une seule et unique force. La force de conscience. Faisons ici une précision importante, car si elle est mal comprise, elle peut entraîner beaucoup de fausses interprétations et coup de conclusions erronées.
Il existe un champ énergétique qui participe de certaines particularités du cerveau, physique ou éthérique, et astral, qui possède un certain degré d'autonomie fonctionnelle et de réactivité aux émissions de la conscience, et que l'on peut nommer le champ subconscient. Chez certaines personnes, des facultés du champ subconscient sont plus activées que chez d'autres. Et ces facultés se présentent dans le grand spectre comprenant des capacités de transe, des capacités de magnétisme, et des capacités de voyance. La force de conscience est capable d'opérations énergétiques fonctionnant dans des activités de type magnétisme et de type voyance. Mais le champ subconscient aussi. Donc le fait qu'une personne manifeste quelques degrés de magnétisme ou de voyance, ne signifie pas nécessairement que cela procède de sa force de conscience. D'une manière générale, quand il s'agit de capacités du champ subconscient, il y a quelque chose qui relève d'un manque de maîtrise et d'un manque de compréhension. Quelque chose qui relève d'un fonctionnement plus ou moins erratique. Quelque chose qui donne une configuration fonctionnelle dans laquelle la personne subit davantage ses capacités, ou en est davantage spectatrice. Qu'elle n'en aurait la maîtrise. Une personne qui a déjà quelques forces de conscience relativement consistantes, et dont le champ subconscient est très actif, va pouvoir exercer une maîtrise consistante sur les capacités de son champ subconscient. Sans qu'il ne s'agisse là de l'expression des capacités magnétiques et des capacités perceptives de sa force de conscience. Définissons ici une petite échelle des niveaux de conscience, le niveau mineur, le niveau médian et le niveau majeur. Une personne ayant une conscience de niveau mineur, est incapable de maîtriser la réflexion rationnelle et incapable de développer de l'autodiscipline. Certes, elle est capable de développer de la discipline quand les contraintes extérieures, et donc aussi les enjeux matériels, financiers et sociaux, qui s'exercent sur elle, sont suffisamment fortes et sont suffisamment affines avec sa psychologie. Mais elle est incapable de développer une solide autodiscipline quand il n'y a plus ni contraintes extérieures, ni enjeux matériels, financiers et sociaux. Certes encore, une telle personne est capable de mentaliser. Mais en réalité elle ne sait pas réfléchir rationnellement par elle-même. Mentaliser signifie des choses comme faire des spéculations, des interprétations, des associations, des comparaisons, des extrapolations, etc. Tandis que réfléchir rationnellement signifie appliquer la rigueur de la raison dans le processus de raisonnement et d'analyse, d'induction et de déduction. Une telle personne peut donner l'illusion de savoir réfléchir rationnellement, quand elle déroule des raisonnements spécifiques d'une discipline intellectuelle rigoureuse qu'elle a apprise jusqu'à un niveau élevé. Car le mental peut apprendre des choses très complexes et savoir ensuite les exécuter, en suivant ce qu'il a appris plus ou moins exactement. Mais c'est plus un effet de mémoire et d'automatisme qu'autre chose. Si elle s'aventure sur des sujets qui sortent de ses études ou de ses lectures, il sera constaté qu'elle ne sait pas réfléchir rationnellement. Fait cocasse, deux personnes de conscience mineure, qui donc ne savent pas réfléchir rationnellement, peuvent avoir de grandes discussions. Sans se rendre compte mutuellement qu'elles ne savent pas réfléchir. Tant que leurs opinions s'accordent, elles auront l'impression d'avoir un bon maniement de la raison, l'une et l'autre. Et si leurs opinions ne s'accordent pas, elles auront chacune l'impression que l'autre se trompe nécessairement. Dans le raisonnement, ce qui compte le plus pour une personne de conscience mineure, c'est la résonance entre les idées et sa sensibilité émotionnelle, peu importe comment elle va interpréter sa propre sensibilité émotionnelle, en faisant par exemple une chose déclarée spirituelle. Et quand elle doit argumenter, elle va irrésistiblement amener la discussion sur le terrain des attaques sur la personne et sur ce qu'elle suppose des intentions ou des humeurs de la personne. Elle est incapable de s'en tenir, dans une discussion, sur le strict terrain des idées. Elle doit émotionnaliser la discussion. Comment se caractérise une personne de conscience médiane? Et de préférence, de conscience médiane plus ou moins raffermie? Une telle personne a acquis une grande maîtrise de la capacité de réflexion rationnelle, et elle a aussi acquis une grande maîtrise de l'autodiscipline. Et notamment, elle a acquis la capacité de discipliner son propre système émotionnel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'une personne de conscience médiane a acquis la capacité de conserver, et de ramener avec autorité, son système émotionnel dans des modalités de sérénité et de pondération. Elle n'est plus sujette à se laisser déborder ou à se laisser entraîner par ses émotions, mais elle garde la capacité d'exprimer de la colère ou de la fermeté lorsque cela s'avère nécessaire face à certaines personnes, qui ne comprennent rien à l'expression courtoise et délicate du refus de se laisser marcher sur les pieds. Les personnes de conscience mineure peuvent donner abondamment dans l'irrespect, la grossièreté, la mauvaise foi, la malhonnêteté intellectuelle, le double standard, la duplicité, l'entêtement, l'effronterie, l'agressivité, etc. Il n'y a pas d'autre moyen que la fermeté, la sévérité et la rigueur pour traiter avec ce genre de personnes. Et quand cela est possible, la mise à distance claire et nette, le refus clair et net de poursuivre toute interaction. Une personne de conscience médiane a acquis une grande capacité de réflexion rationnelle. Et cela se traduit par l'accroissement de l'efficacité dans ses activités, l'accroissement de ses capacités à résoudre des problèmes et à réaliser des projets, l'accroissement de ses capacités à préserver la sérénité et la joie dans sa vie personnelle. Elle fonctionne rationnellement et efficacement, dans tous les domaines. Sa capacité à être une relation agréable et inspirante est grandement accrue, et sa capacité à embellir ses relations est grandement accrue. Nonobstant le fait d'avoir affaire avec des personnes de conscience mineure particulièrement basse.
Ces personnes-là seront immanquablement tenues à distance à un moment ou à un autre. Une personne de conscience médiane possède une grande capacité d'intuition. Et cette intuition est naturellement harmonisée avec ses capacités de réflexion rationnelle. Elle est capable d'inscrire ses intuitions dans une dynamique de raisonnement rationnel, car ces intuitions ne sont pas des ressentis plus ou moins émotionnels, ce sont des formes synthétiques de compréhension. Des palpations énergétiques et des pénétrations énergétiques de domaines d'information et de champs de connaissances. Du fait de l'aspect intelligence de la force de conscience, le niveau de conscience médiane signifie naturellement une grande profondeur de compréhension de la réalité en général, de la vie en général. Et des sujets d'intérêt en particulier. La personne de conscience médiane va développer naturellement le goût de la réflexion profonde. Et le goût de l'étude méditative. Dans une grande capacité de rigueur rationnelle. Nous dirons juste, pour le niveau de conscience majeur, que c'est le domaine dans lequel les capacités énergétiques de la volonté énergétique se déploient plus nettement et plus vivement. Le domaine dans lequel un certain nombre de capacités énergétiques importantes sont maîtrisées et appartiennent à l'ordre des capacités d'usage courant. À certains égards, la personne de conscience majeure apparaît comme un surhomme, si on définit l'homme selon la moyenne des consciences mineures qui dominent au sein de la population. Tout ce que nous venons d'évoquer est essentiellement énergétique, le pur qualitatif n'existe pas et n'existe jamais, il s'agit toujours de quelque aspect fonctionnel sophistiqué de l'énergétique. La notion spécifique de force psychologique, et nous terminerons par cela, est une construction conceptuelle conçue pour tenir compte du rapport énergétique entre la force de conscience et le système émotionnel. Plus la force psychologique est grande, plus la personne est capable de maîtriser, d'assagir et d'embellir son système émotionnel de quelque manière qu'elle le voudrait. Et aussi d'orienter et de stabiliser son comportement ou ses comportements selon tout canon de référence qu'elle voudra. Et l'une des conséquences importantes de cela, c'est qu'aucune modalité de fonctionnement du système émotionnel et aucune modalité de schéma comportemental ne saurait servir d'étalon pour statuer sur la question du niveau de conscience. La seule mesure du niveau de conscience, c'est le niveau de puissance énergétique et fonctionnelle de la force de conscience. Ni plus, ni moins.